On va attaquer. Les gens arriveront petit à petit. On va pouvoir introduire donc ce webinaire. Déjà, bienvenue à ceux qui viennent, ceux qui viennent d'arriver, à ceux qui viennent de se connecter. C'est un webinaire organisé par le pôle Excellence Bois. Moi, je me présente rapidement. Je m'appelle Thibaut Guiraudy. Je travaille du coup au pôle Excellence Bois depuis 3 ans et demi en tant que chef de projet. Et je suis accompagné ce soir pour vous présenter donc, la filière bois des Pays de Savoie, de Lucille Buisson, des communes forestières de Savoie, et de Amaury Bain, pardon, des communes forestières de Haute-Savoie. J'en profite aussi pour remercier le Conseil Savoie-Mont-Blanc, qui a financé ces recherches et puis cette présentation. Tout d'abord, les objectifs de ce webinaire, ils sont au nombre de 3. Le premier, c'est de vous faire mieux connaître l'état de la filière bois des Pays de Savoie, son évolution et surtout ses spécificités par rapport à d'autres départements et aussi au sein de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Le deuxième objectif, c'est de vous sensibiliser aussi sur les atouts du bois en tant que matériau et combustible d'un point de vue environnemental, économique et social. Donc, on ne va pas parler là d'atouts, d'avantages techniques, mécaniques du bois, du fait qu'il soit léger ou quoi, mais vraiment d'un point de vue du développement durable, à la fois comme matériau, mais aussi comme combustible. Et le dernier objectif, c'est de vous présenter un sujet un petit peu plus spécifique. Et donc là, vous aviez la possibilité de voter lorsque vous vous êtes inscrit dans le formulaire d'inscription. Et donc, il a été retourné l'étude d'opportunité sur la production de granulés des Savoies. Donc, c'est le sujet qu'on va vous présenter en dernière partie de ce webinaire. Alors, un petit point technique avant de commencer. Donc, sachez que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez le retrouver sur le site du pôle Excellence Bois et sur notre chaîne YouTube également. Et il sera envoyé, le lien sera envoyé à toutes les personnes qui seront inscrites à ce webinaire. Au niveau timing, on sera sur du 17h-18h pour la présentation et du 18h-18h30, donc une demi-heure pour poser vos questions que vous pourrez poser dans la partie conversation que vous avez certainement en haut de l'écran. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions au fil de la présentation. Et Francis de Morog, qui est en backup, se chargera de nous les poser à Lucille, Amaury et moi en fin de webinaire. Alors, pour commencer, quelques mots des 3 structures qui vont vous présenter ce webinaire. Donc, pour le pôle Excellence Bois, c'est une association d'entreprises de la filière bois en Pays de Savoie, donc Savoie, Haute-Savoie. Voilà, on peut donner des exemples, par exemple des bûcherons, des scieurs, des charpentiers menuisiers, architectes, promoteurs immobiliers, bureaux d'études. Donc ça, c'est toute la partie bois construction, mais il y a aussi, par exemple, des fabricants de chaudières, des producteurs de bois énergie, etc. Donc c'est vraiment la filière bois au sens large que je vous présenterai d'ailleurs sur la slide juste après. Nos missions au pôle Excellence Bois, elles sont au nombre de 4. La première, c'est de structurer la filière, par exemple à travers l'organisation de rencontres entre acteurs de la filière pour échanger et pour que chacun comprenne les besoins des autres acteurs. La deuxième mission, c'est de promouvoir, par exemple à travers ce webinaire, donc de montrer les chiffres de la filière, mais aussi promouvoir les métiers, par exemple, de la filière bois. Il y a aussi du coup une mission d'innovation à travers des projets collaboratifs souvent, et souvent c'est en réponse à des appels à projets européens. Et puis une dernière mission d'accompagnement surtout de nos adhérents, mais aussi au sens large des acteurs de la filière. Ça peut être à travers les aider à se développer, par exemple pour investir dans de nouveaux outils, ou bien dans leur recherche de salariés. Notre équipe, on est 4. On a un directeur, Francis de Morog, qui est là en backup. Et puis, on est 3 chefs de projet sur le terrain. Voilà, je ne m'étale pas plus là-dessus. Et enfin, quand même, je veux dire qu'on anime aussi 2 autres associations
l'ASDEF, qui est l'Association des entreprises de travaux forestiers des Deux-Savoie, et puis Bois Qualité Savoie. Voilà, donc je laisse la parole à Lucille et puis à Maury pour se présenter et aussi présenter en quelques mots les communes forestières. Bonjour à tous, donc Lucille Buisson de l'Association des communes forestières de Savoie. Donc avec Amaury, on représente les deux associations des communes forestières Savoie et Haute-Savoie. Donc c'est des associations qui regroupent des communes et des collectivités qui ont sur leur territoire une forêt publique, ou plus largement qui sont des collectivités intéressées par la forêt filière bois. Nos principales missions, c'est de représenter et de défendre les intérêts des communes forestières. On forme et on informe les élus. On participe à la mise en œuvre de la politique de la filière forêt-bois sur les deux départements, et on accompagne les différents territoires dans leurs projets, différents projets quels qu'ils soient. Ça peut aller dans les bâtiments en bois local, chaufferie bois, etc. Et on est aussi regroupé en fédération nationale, en union régionale et, comme je vous l'ai dit, en association départementale. Voilà, brièvement. Ok, merci, merci Lucille. Du coup, on attaque sur ce magnifique schéma qui représente la filière bois. Alors, en essayant de le présenter de façon simple, la filière bois, c'est tout un ensemble d'opérations, de gestion, d'extraction, de transformation et de production de produits finis qui répondent aux besoins de la société. Et donc, dans ces besoins, il y en a des plus ou moins vitaux. On peut trouver le besoin de respirer, par exemple, quand l'arbre capte le CO2 et rejette du dioxygène, cela nous permet de respirer. Donc là, on est sur un besoin vital. On peut citer aussi les besoins d'avoir un abri, donc de construire des bâtiments avec du bois, mais aussi de se chauffer. Voilà, donc là, on est vraiment sur des besoins vitaux. Après, il y a plein d'autres besoins auxquels ça peut répondre. Alors, je ne les citerai pas tous, mais on peut en citer quelques-uns, comme toute la filière d'emballage, donc tout ce qui est production de palettes, de carton, toute la production de papier. Il y a aussi tout ce qui est construction de meubles, hein, aménager un endroit, qu'il soit intérieur ou un extérieur. Voilà, donc la filière bois, c'est un ensemble d'acteurs qui s'organisent pour répondre à des besoins. Donc, euh, pour dire quelques mots quand même sur ce schéma, donc on a toute la partie gestion forestière, et puis on a la partie extraction, donc récolte du bois en forêt. Et là, on va avoir trois qualités de bois qui sortent de la forêt: le bois d'œuvre, le bois d'industrie et le bois énergie. Le bois d'œuvre, c'est la meilleure qualité, c'est ce qu'on recherche quand on plante des forêts et que par exemple l'ONF ou le CRPF ou autres gestionnaires de forêt entretient la forêt, ils cherchent à produire du bois d'œuvre, puisque c'est celui qui a le plus de valeur ajoutée, mais on ne retrouve pas que ça dans la forêt. Donc le bois d'œuvre, par exemple, il va partir pour faire de la production de plaquage, déroulage, fendage pour faire du mérin et puis des tonneaux, et puis en scierie. Alors, il faut savoir qu'en Pays de Savoie, on n'a aucune entreprise de plaquage, déroulage et de fendage de mérin. On a ici surtout des scieries. Et donc, le bois d'œuvre, quand il rentre dans une scierie, il a deux produits. Il a le sciage, hein, donc les planches, et puis il va aussi avoir des produits connexes. Donc, c'est tout ce qui est écorce, tout ce qui est sciure, et puis toutes les chutes de bois qui sont souvent broyées pour faire des plaquettes de scierie. Donc, le sciage, lui, va servir, hein, c'est vraiment la matière noble de la transformation. Il va servir, par exemple, à faire, j'en parlais tout à l'heure, des emballages, mais aussi du coffrage, des meubles, de la charpente, des parquets, des portes, fenêtres, tout ce qui est menuiserie, etc. Et ensuite, les produits connexes, eux, peuvent servir à fabriquer des panneaux, donc dans des usines de panneaux, peuvent aussi aller dans des usines de pâte à papier,
mais aussi en chaufferie. Alors aussi, là, j'en profite pour dire que dans les pays de Savoie, on n'a pas d'usine de panneaux. Par contre, on a quelques usines. On a une usine, je crois, de pâte à papier et puis deux usines après qui fabriquent du papier et du carton. Et on a plein de chaufferies. Donc ça, c'est pour le bois d'œuvre. Ensuite, il y a le bois d'industrie. Alors, le bois d'industrie, ça peut être, par exemple, issu, donc déjà, c'est des diamètres plus petits. C'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas les valoriser en bois d'œuvre, puisqu'on n'arriverait pas à les scier. La plupart du temps, c'est des bois qui sont trop petits, et ils peuvent provenir notamment de coupes d'éclaircies. Donc, on en voit une un peu ici imagée. C'est-à-dire que quand on plante des forêts, euh, on plante les arbres assez rapprochés, et puis à un moment donné, au bout de quelques années, il faut laisser la place aux plus beaux arbres qui, eux, vont produire le bois d'œuvre. Et pour ça, ben, on coupe les arbres qui sont de moins bonne qualité. Et ces arbres-là, ben, on ne les jette pas, on utilise la matière. Et c'est souvent ce qu'on appelle du bois d'industrie. Alors, c'est pas que ça, hein, c'est un exemple qui peut se retrouver en bois d'industrie. Et derrière, ça va ben, dans les usines de panneaux, en pâte à papier, voilà, ou en pâte à papier. Il y a aussi de, du bois qui peut, donc ça c'est le bois énergie de encore moins bonne qualité, qui peut être broyé et directement euh, amené vers des chaufferies. Donc là on appelle ça des plaquettes forestières, parce qu'elle vient directement de la forêt. Mais voilà, donc rien n'est jeté. Et ensuite le bois de chauffage, en fait, c'est tout ce qui est bois bûche. Donc là qui vont directement dans les poêles à bûches. Et donc, on voit aussi qu'il peut y avoir plein de petites filières qui se développent, comme la chimie du bois, la carbonisation, et puis on voit même maintenant apparaître la production d'hydrogène à partir de bois. Voilà, il y a beaucoup de petites filières qui se développent. Voilà pour la filière bois. Alors là, c'est un petit graphique. Alors, c'est pas une équation, hein, c'est un graphique juste pour montrer que quand on produit 1 m3 de bois d'œuvre, hein, qu'on va utiliser par exemple 1 m3 de charpente, eh bien, on doit produire à côté, ça fait produire à côté 1,5 m3 qui est valorisé en énergie, 1,8 m3 qui est valorisé plutôt dans papier, carton, panneau, et 0,3 m3 dans le compostage et paysage. C'est les chiffres qui ont été relevés à l'échelle nationale. En fait, comment ça s'explique? C'est parce que pour produire, par exemple, 1 m3 de charpente ici, eh ben déjà, il a fallu, là, le scieur, quand il a produit ses sillages, il a fait des produits connexes qui sont par exemple partis en énergie dans une chaufferie. Et avant ça, quand le bûcheron il a exploité le bois d'œuvre, ben, avant il y a eu des coupes d'éclaircies, comme je vous ai expliqué. Et donc ces bois, ben, ils sont partis par exemple dans la production de papier carton et de panneaux. Et ensuite, il y a aussi une petite partie qui part dans le compostage. Voilà, donc c'est vraiment un tout. La filière bois, c'est pas juste on sort du bois d'œuvre pour faire de la charpente. Il y a plein d'autres produits qui sortent et qui alimentent d'autres filières. L'énergie, les panneaux, etc. Alors maintenant, tout à l'heure, je parlais de répondre aux besoins de la société. Et pourquoi le bois plutôt qu'un autre matériau, hein, par exemple, on peut très bien s'abriter avec une charpente métallique. Et donc c'est là que je vais vous parler, hein, vous l'imaginez, des atouts du bois par rapport au développement durable. Donc le premier point, alors c'est pas du tout exhaustif, hein, il y a plein d'autres atouts, mais j'en présente ici 4. Le premier, c'est le fait que ça soit une ressource locale. Donc ça permet non seulement de maîtriser la matière première, mais aussi de fixer les emplois locaux, et notamment en zone rurale. Voilà, contrairement peut-être, on peut le comparer au baril de pétrole, qui, bah, dont la maîtrise est beaucoup moins, enfin, la matière est beaucoup moins maîtrisée, et puis c'est surtout des emplois de transport. Euh, pour l'aspect renouvelable, on va avoir donc une ressource qui est abondante si et seulement si elle est bien gérée en amont et bien consommée. Alors, c'est-à-dire quoi, bien gérée, bien consommée? Ben, bien gérée, ça veut dire que, par exemple, quand on prélève des arbres, eh ben, on fait attention que derrière, il y ait soit de la régénération naturelle, soit il faut replanter. Et puis, consommer correctement, ça veut dire justement ne pas consommer à outrance et faire attention au bilan. euh, En gros, ne pas aller jusqu'à la déforestation. Et on verra tout à l'heure des chiffres qui montreront qu'on n'est pas du tout à ce stade à l'échelle de la France
non plus à l'échelle des Deux-Savoie. Voilà, donc bien géré, bien consommé, ça apporte une ressource renouvelable. euh, j'ai envie de dire quasi infinie, mais c'est pas le bon terme. Euh, L'aspect économie circulaire, dans la filière bois, ça fait un moment que tout est consommé. Vous l'avez vu avec la présentation de la filière bois juste avant, hein, le gros schéma. On valorise vraiment tout. Il y a vraiment très très peu, on doit être aux alentours aujourd'hui de 1% de bois enfoui. Et c'est particulièrement tout ce qui est déchets de démolition. Donc là où en fait c'est difficile de récupérer le bois qui est accroché avec d'autres matériaux, tout ça. Mais sinon, tout le reste est valorisé. J'ai donné une présentation sur les déchets de bois il y a quelques temps. Vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube la présentation qui montre que on valorise beaucoup de choses. Et ensuite, le faible impact sur l'environnement, j'en dis pas plus parce que la vidéo d'après vous montrera correctement de quoi il s'agit. Alors, le temps qu'elle charge, je vous cite juste une phrase du GIEC qui dit que les forêts et notamment les sols forestiers constituent en effet le deuxième plus grand puits carbone de la planète après les océans. Jusqu'à sa maturité, un peuplement forestier capte et capture du CO2, participant ainsi à la réduction de la présence de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais mais ce n'est pas le seul atout, pardon. Une fois récoltés, les arbres continuent de jouer leur rôle de stockage de carbone sur le long terme et peuvent être substitués à des matériaux plus énergivores, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre dans d'autres secteurs. Et donc, il dit aussi que utiliser plus de bois d'œuvre pour stocker du carbone. Donc, je mets cette petite vidéo qui est de l'ONF, qui montre les trois atouts du bois, qui sont le stockage, la séquestration et la substitution. Donc, vous n'avez pas le son, donc je vais essayer de vous commenter, mais vous avez des choses écrites et qui expliquent déjà pas mal. Voilà, donc on a dioxyde de carbone. Lorsqu'il est présent en bonne quantité dans l'atmosphère, tout se passe bien. Mais lorsqu'il y en a trop, ben, voilà, la température augmente. D'où l'enjeu de réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Et pour ça, la forêt, du coup, nous aide bien. On a la séquestration ici expliquée. Ensuite, il y a le stockage. Donc, le CO2 reste stocké dans le bois lorsqu'il est transformé. Et donc la substitution, pardon, c'est expliquer que utiliser du bois plutôt que d'autres matériaux permet de réduire les gaz à effet de serre. Et je vous donnerai quelques chiffres plus concrets tout à l'heure. Voilà, ce chiffre aussi qui est assez intéressant. 27% des émissions de CO2 françaises sont captées par les forêts. Hop, voilà, sur cette présentation, cette petite vidéo. Donc, quelques mots sur le matériau, quelques chiffres surtout. Donc, ici, on a l'exemple d'une poutre en bois lamellé collé. On voit ici que en fait, le bois qui est dans la poutre en lamellé collé a capté 490 kg de CO2 et qu'il a fallu 60 kg de CO2. Hein, il y a eu 60 kg de CO2 qui ont été émis lorsque le bois a été extrait de la forêt, transformé et puis mis en œuvre sur le chantier. Et sur le béton à l'acier, on est sur d'autres ordres de grandeur, plus le fait qu'il n'y ait pas en fait ce stockage de carbone en amont. Et là, un autre chiffre, du coup plutôt à l'échelle d'un bâtiment. Construire une maison individuelle ou un petit collectif en bois diminue l'empreinte carbone du gros œuvre de 55%, et on est sur l'ordre de 60% sur des logements collectifs. Alors ça, c'est des chiffres de carbone 4. Et on peut dire aussi qu'à l'échelle vraiment du bâtiment entier, puisque là on était seulement sur le gros œuvre, on peut avoir voilà, un gain de 30% sur les émissions par rapport à une construction traditionnelle. Ici, c'est un exemple précis aussi qui est assez parlant. C'est le centre culturel Sara en Suède.
qui est entièrement construit en bois, donc plancher, poteau-poutre, toute la structure, la cage d'escalier, etc. Donc voilà ce que ça donne. Et en fait, les chiffres sont assez intéressants puisqu'on a ici un bilan carbone qui est négatif à la remise des clés. On peut le voir ici. Donc en fait, tout le bois qui est compris là dans le bâtiment, il a stocké du carbone. Donc là, on a plus de 10 000 tonnes de carbone stocké. Ensuite, on a ici toutes les étapes d'extraction, de transport, de construction du bâtiment, où on arrive du coup jusqu'ici, donc on doit être à peu près entre moins 4000 et moins 5000 tonnes de CO2. Donc le bilan est bien négatif à la remise des clés. Et ensuite, ils ont estimé à 90 tonnes de CO2 émis par année d'exploitation du bâtiment. Et donc, on arrive en fait à un bilan carbone nul au bout de 50 ans d'exploitation du bâtiment. Donc, et ça, c'est possible seulement du fait qu'on ait des matériaux qui aient stocké du carbone, hein, que ce soit du bois ou tout matériau biosourcé. Alors, quelques mots sur le combustible. Donc, on a ici deux graphiques. Le premier, c'est pour parler d'efficacité énergétique. Voilà, c'est simplement pour dire que pour produire 1 kWh d'énergie, par exemple 1 kWh de chaleur avec du bois bûche, il faut 0,08 kWh d'énergie non renouvelable. Pour la plaquette, il en faut un petit peu moins, pour le granulé un petit peu plus. Donc par exemple, pour la bûche, ça correspond, ce 0,08 à la tronçonneuse pour couper l'arbre, pour le fendre, etc. Donc là, ça demande de l'énergie non renouvelable. Pour le granulé, on voit que c'est un petit peu plus important parce qu'il y a toute une partie où il faut sécher la matière première. Donc là, ça demande un petit peu d'énergie quand même. Et après, on a ici deux combustibles fossiles. Et puis l'électricité, qui est bien connue pour ça, où en fait, pour produire 1 kWh de chaleur chez nous, par exemple, eh ben, il faut en consommer 3. Et donc un deuxième graphique, ici pour montrer l'impact sur le réchauffement climatique des différents combustibles. Voilà, donc le bois énergie est largement en dessous des autres. Voilà pour tous ces petits points sur pourquoi le bois en tant que matériau et combustible d'un point de vue développement durable. Maintenant, je laisse la parole à mes collègues. Alors, je vais donc vous présenter là un petit exemple en fait qu'on a pu réaliser grâce à un outil en fait qu'on a développé au niveau des communes forestières, qui est l'outil ART. En fait, il permet de mesurer l'impact direct des investissements d'une collectivité sur son territoire pour un projet donné de construction ou de réhabilitation ou d'aménagement en bois, avec qui sont soit économiques, sociaux ou environnementaux. Et donc là, on va vous présenter donc l'exemple d'un bâtiment qui a été réalisé à Nangy, en Haute-Savoie. Donc c'est une rénovation partielle d'une école primaire et une construction d'une nouvelle école maternelle. Et donc dans ce bâtiment, on a 275 mètres cubes de bois qui ont été mis en œuvre. Et donc quand on voit la première ligne, donc c'est un bâtiment qui a été réalisé majoritairement en bois local, puisque c'est du bois certifié Bois des Alpes. Voilà, et donc avec notre outil, on a pu sortir quelques chiffres, et donc avec ces 275 mètres cubes de bois mis en œuvre, cela a permis d'avoir une forêt gérée durablement en local pendant 80 ans pour 7,5 hectares. Et au niveau des emplois maintenus sur le territoire, cela représente 5,8. Si on regarde la dernière ligne, hein, c'est ce qui va nous intéresser. Donc, si l'entreprise était française, mais avait utilisé essentiellement, donc à 100%, du bois d'importation,
on aurait eu 0 hectare de forêt gérée et 0 emploi maintenu sur le territoire. Donc voilà, ça représente un peu du coup ce que, enfin, les atouts de la consommation en bois local. Et puis on a aussi quelques chiffres qui sont parlants et qui montrent ce que signifie d'utiliser du bois local. Donc là, c'est sur les chiffres en coloré en dessous. Donc quand on consomme 1000 m3 de bois local, cela représente 21 emplois locaux non délocalisables qui sont assurés pendant 1 an. Et cela aussi représente 4500 m3 de bois qui sont exploités en forêt. Et si on a une entreprise locale qui utilise du bois local, on dit que du coup, pour 100 € investis dans le bâtiment, on a 75 € qui sont directement injectés dans l'économie du territoire. Voilà un peu, donc ça donne des grands chiffres sur l'utilisation du bois local. Ensuite, le bois d'arbre. Donc, on sait que du coup, pour construire, se chauffer et aménager avec du bois, il faut couper des arbres. Mais pour cela, on a besoin donc de gérer correctement la forêt en considérant donc tous ses rôles sociaux, environnementaux, mais aussi économiques. On a besoin de récolter plus d'arbres en France parce que sans prélèvement, ben, on ne produit rien en bois. Et on a donc l'IGN, le FCBA et l'ADEME qui ont calculé un potentiel d'exploitation supplémentaire en France de 20 millions de mètres cubes, dont 4,1 millions de mètres cubes de bois d'œuvre. Donc, on a encore un fort potentiel de récolte en France. Donc, ça a aussi transformé la ressource forestière en produit fini. Donc, on a besoin pour cela de considérer les très petites entreprises et petites et moyennes entreprises de la transformation du bois. On a aussi, pour construire donc en bois local, besoin d'un prix qualité-service qui soit équivalent à la concurrence des gros producteurs européens. Donc, ça représente environ 60% de bois pour la construction en France. Donc, voilà, on a besoin de faire un effort aussi là-dessus. Et on a besoin aussi de payer tous les acteurs de la filière comme il se doit, au risque de voir certaines professions en déclin par manque de main-d'œuvre, parce qu'on sait par exemple aujourd'hui que on a un réel manque d'entreprises de travaux forestiers de partout et aussi sur les pays de Savoie. Donc, les rôles de la forêt, donc les espaces forestiers, ils contribuent à assurer différentes fonctions. Une même forêt, elle peut à la fois rendre des services environnementaux, notamment en préservant les ressources et la biodiversité. Elle peut également être une ressource économique. Se chauffer. Elle peut aussi avoir une fonction sociale en permettant notamment à la population d'exercer différentes activités de loisirs ou sportives et aussi en contribuant à la valorisation du paysage. Enfin, elle protège contre les risques naturels comme par exemple les avalanches ou les glissements de terrain, les éboulements, etc. Donc, ces différents enjeux sont des enjeux forts de conciliation. Il y a un besoin de conciliation entre ces différentes fonctions. Et donc, on a fini pour cette première partie sur le matériau bois. Et on va ensuite passer à donner quelques chiffres sur la filière bois des Pays de Savoie. Et je laisse mon collègue Amaury
prendre le relais. Merci Lucille. Thibaut, tu peux passer à la diapo suivante. Merci. Du coup, voilà, vous donnez quelques grands chiffres qu'il est important d'avoir à l'esprit quand on parle de forêt, parce que depuis tout à l'heure, on parle de bois, et donc voilà, ça implique, comme Thibaut l'a bien dit, et Lucille également, de correctement gérer notre ressource forestière en France. Alors, pour que vous ayez quelques grands chiffres, par rapport à la surface forestière française, il faut bien avoir à l'idée que contrairement à certaines idées qui circulent et qu'on peut entendre à droite à gauche, on n'est pas du tout dans une situation de surexploitation en France. Vous pouvez le voir donc à gauche, c'est une évolution, une présentation de l'évolution de la surface forestière en France depuis le milieu du 19e siècle. Et donc, on s'aperçoit que depuis cette période, la surface forestière française a considérablement augmenté. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, cette surface forestière continue d'augmenter. Sur la carte de droite, on peut voir donc cette augmentation qui se poursuit avec certaines régions, certains départements dans lesquels c'est plus fort. Et on remarque que finalement, il n'y a qu'une toute petite partie donc en Aquitaine, dans les Landes, où on peut éventuellement constater une diminution, mais le reste de la France, c'est une augmentation constante de la surface forestière. Donc déjà, ça permet de bien comprendre dans quel état se trouve en tant que surface, je l'entends pas en tant que état sanitaire, mais en tant que surface, dans quel état est la forêt française aujourd'hui. Donc en termes de surface, elle se porte plutôt bien. On a une augmentation des surfaces forestières en France. Voilà. Pour ce qui est des pays de Savoie, parce que c'est ce qui nous intéresse davantage, qu'en est-il de la forêt chez nous? Eh ben, la forêt, comme vous l'avez pu le voir sur la carte, un pays de Savoie, elle aussi, dans nos pays de Savoie, on constate une augmentation de la surface forestière. Cependant, on a quand même certaines singularités dans le département, et pas des moindres, qui peuvent, entre autres, poser quelques soucis par rapport à la mobilisation et à la gestion forestière de manière générale. Alors, il faut savoir déjà que la surface forestière dans nos deux départements, c'est une surface relativement importante, avec une part plus importante que la moyenne française, puisqu'on est aux alentours de 37% sur les deux Savoies, alors qu'on est une trentaine en France. Donc, on a quand même des départements relativement forestiers. Pour ce qui est de la propriété forestière, on se retrouve à peu près dans les grands ordres que l'on trouve à l'échelle française, c'est-à-dire une majorité de forêts privées, plus que de forêts publiques. Donc, néanmoins, on a un peu moins de forêts privées que dans le reste de la France. Donc, c'est en quelque sorte une chance, puisqu'aujourd'hui, la forêt privée, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, la forêt privée, mais elle souffre d'un grand morcellement, donc, ce qui pose de nombreux problèmes, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, on a une majorité de forêts privées, mais on a quand même de belles surfaces de forêts publiques dans le département. Les singularités dont je parlais tout à l'heure, il y a bien entendu la topographie. On est dans un département de montagne et cette topographie elle va poser de nombreux problèmes pour valoriser et pour utiliser la ressource bois en forêt. Aujourd'hui, dans nos départements, on a une grosse proportion de forêts qui sont difficiles d'accès. Donc là, vous le voyez en Savoie, 87%, c'est considérable. Un petit peu moins en Haute-Savoie. Et on a des forêts qui sont au-dessus de 2000 mètres d'altitude, 2000 mètres, pas 2000. Ce qui signifie que, en plus de la topographie, il y a toute une période de l'année durant laquelle il n'est pas possible d'aller en forêt pour aller récolter du bois. Donc ça, ce sont quand même des contraintes qu'il faut avoir à l'esprit et qui vont avoir une influence, bien sûr, sur la valeur des produits, sur la valeur que coûtera l'exploitation des bois. Mais voilà, ce sont des choses avec lesquelles il faut absolument composer, puisqu'on n'a pas le choix, on peut pas passer outre ces choses-là. Mais en tout cas, voilà, il faut bien comprendre que c'est un territoire qui a certaines caractéristiques qui sont un petit peu handicapantes. Néanmoins, on a des forêts avec des ressources très importantes. On a notamment des très beaux volumes hectares. Notamment, là, vous pouvez le voir, ça ne vous parle peut-être pas ces chiffres-là, mais en moyenne française, en volume hectare, en forêt, on a 174 mètres cubes, tandis que par exemple, en Haute-Savoie, on a 363 mètres cubes. Ce qui signifie que l'on a des forêts qui sont relativement capitalisées, c'est-à-dire on a des volumes de bois qui ne cessent d'augmenter. Ça rejoint, vous vous en doutez, toutes les conditions d'accès, de difficultés d'accès, etc., qui font que on a du mal à aller prélever du bois. Donc, c'est ce qui explique en partie ces gros volumes de bois.
que l'on a en forêt. Donc pour récapituler, on a une surface forestière importante dans nos pays qui augmente et on a des volumes de bois qui sont très importants. Donc on a une ressource forestière quand même dans nos pays de Savoie qui est abondante. Pour ce qui est des essences, comme vous le savez, on a une majorité de résineux. Alors ça, pour le coup, c'est également une singularité, puisqu'en France, c'est plutôt l'inverse. La proportion, on est à 2 tiers feuillus, 1 tiers résineux. Dans nos pays de Savoie, on a la proportion inverse, on a davantage de résineux que de feuillus. Voilà, Thibaut, tu peux passer à la diapo suivante. Pour entrer un petit peu plus dans le détail sur ces peuplements et ces essences, on a la chance dans notre département d'avoir 2 belles essences de bois d'œuvre qui sont relativement recherchées, à savoir l'épicéa et le sapin pectiné. On a plus d'épicéa que de sapin. Je dis on a la chance, puisque aujourd'hui, ce sont 2 essences qui sont quand même très recherchées pour leur qualité. Et avec les crises sanitaires que l'on connaît en France, et notamment les problèmes de scolytes qui font dépérir des peuplements d'épicéa, et ben aujourd'hui, c'est dans les départements de Savoie et Haute-Savoie qu'on retrouve le plus, qu'on a encore le plus de peuplements sains, en bonne santé, verts. Donc, on a une ressource qui est quand même assez précieuse dans nos départements. Je ne dis pas qu'elle n'est pas menacée, elle est évidemment menacée, mais on a quand même une belle ressource saine sur pied dans nos départements. Je vous parlais de volume en forêt qui augmente, des forêts avec de gros volumes. Vous avez sur la droite, sur le diagramme de droite, les proportions de classes de diamètre en forêt dans les deux Savoies, pour que vous puissiez à peu près savoir quel type de bois on trouve dans nos forêts. Donc c'est une majorité de bois moyen, voilà, donc des diamètres entre 22 et 47,5. Néanmoins, on constate, comme je vous le disais, un vieillissement un petit peu de nos forêts, donc une proportion plus importante à mesure que le temps avance de gros bois. Et ça, comme j'expliquais, c'est un peu le manque de prélèvement que l'on a dans nos forêts, donc on capitalise. Et donc, si on prend ce diagramme et qu'aujourd'hui on ne change pas d'intensité de gestion et de prélèvement, et ben, dans 20 ans, peut-être que ce diagramme, la proportion de gros bois sera plus importante et on aura peut-être une proportion gros bois, bois moyen qui sera quasiment équivalente. Voilà pour ce qui est des volumes et des essences dans nos pays de Savoie. Merci Amaury. Alors, je continue sur la forêt et sur son évolution. Donc là, on est depuis tout à l'heure hein, qu'on parle de la forêt. On est sur la source de l'inventaire forestier national. Et il faut comprendre que les données que l'on donne, en fait, c'est une moyenne qu'ils ont calculée entre 2017 et 2021. Voilà. Donc là, pour la petite histoire, vous avez un diagramme qui vous montre la quantité de bois vivant et la quantité de bois mort. Alors dans les bois morts, il y a les bois morts sur pied et les bois morts au sol. Par exemple, enfin pas par exemple, mais on va dire, c'est une moyenne là, mais on va dire au 1er janvier 2021. Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre, il va, le volume de bois va s'accroître de 2,4 millions de mètres cubes. Voilà. Mais entre ce 1er janvier et le 31 décembre, il va aussi y avoir des prélèvements et puis des bois qui vont périr. Et donc, ils sont représentés ici. Donc, l'inventaire forestier national nous dit qu'il y a environ 1 million de mètres cubes qui est prélevé sur une année, et puis 0,5 million de mètres cubes qui devient mort, qui périt. Donc, soit à cause des scolytes ou d'autres, ou alors à cause du vieillissement de la forêt, un arbre trop vieux, ensuite, il tombe. Donc voilà. Et donc, finalement, l'accroissement net est représenté ici en bas et qui est de 0,9 millions de mètres cubes. Alors, le graphique d'après le présente un peu d'une autre manière. On a ici toujours le capital sur pied vivant hein, de 95 millions. Ici, l'accroissement naturel de l'année entre le 1er janvier et le 31 décembre. Et en fait, dans cette même année, on va retrouver le prélèvement ici, mais là avec plus d'informations, plus de précision, avec ici le bois d'œuvre correspondant à 0,4 millions de mètres cubes, le bois d'industrie à 0,1 et le bois énergie à 0,5. Le total fait bien 1 million de mètres cubes. Il y a ici le 0,5 million de mètres cubes de mortalité.
Et donc l'accroissement net, donc ça c'est réellement ce qui reste au bout d'un an dans nos forêts, sur pied. Et on a réussi quand même à prélever 1 million de mètres cubes. Donc voilà, donc il y aurait possibilité d'augmenter ce prélèvement, soit sur des bois avant qu'ils soient morts, ou même sur des bois morts, hein, puisqu'on fait aussi du prélèvement de bois scolyté, et aussi sur cet accroissement net qui est sain. Alors un petit chiffre, j'ai réussi à remonter à avoir des chiffres au niveau départemental en 98, et donc j'ai retrouvé les surfaces et les volumes, et à l'échelle des pays de Savoie, de 1998 à 2022, la surface a augmenté de 14% et le volume a augmenté de 30% dans les forêts des pays de Savoie. Voilà pour ce qui est de la forêt et puis de son évolution. Ensuite, la prochaine étape, donc on l'a dit tout à l'heure, Lucille l'a expliqué, pour faire produire du matériau bois, il faut récolter. Et donc là, les chiffres, on a le distinguo Savoie-Haute-Savoie, bon, c'est à peu près équivalent, hein. On a un total en 2019 de 442 000 m3 de bois récoltés, hein, qui correspond à ce 0,4 hein, là, qui était arrondi. Donc là, on a plus de précision, 442 000 m3 de bois récoltés en 2019, essentiellement hein, du sapin épicéa, voilà, avec très peu de bois d'industrie et un petit peu de bois énergie. Donc ici, on a les chiffres à l'échelle des deux Savoies, hein, on a la Somme, le bois d'œuvre qui correspond à pas loin de 85% de la récolte, 3% de bois d'industrie et 13% de bois énergie. Donc, en fait, ce qu'il y a là, c'est que, vous allez me dire, les 442, c'est pas équivalent à 1 million. C'est parce qu'en fait, il y a le bois énergie ici, qui n'est pas compté dans les chiffres de l'Agreste, qui représente en fait tout le bois bûche qui a été récolté en circuit court. Voilà, et donc celui-là, il n'est pas compté dans l'Agreste, mais ça fait bien, donc il y a la moitié en fait du prélèvement qui correspond à peu près à du bois bûche, si on en croit les chiffres. Et donc, on peut dire aussi que sur ce prélèvement, sur cette récolte en forêt, on a 25% de la récolte, alors seulement de bois d'œuvre, hein, donc sur ces chiffres-là, sur les 373 000 m3, qui sort du territoire. Donc, en fait, qui est exploité par des entreprises d'exploitation forestière sur le territoire des Deux-Savoies et qui est envoyé, par exemple, chez un scieur dans l'Ain ou en Isère. Bon, maintenant, au niveau de l'approvisionnement des scieries, on a un chiffre qui est très intéressant, qui dit que 87% des grumes consommées par les scieurs, donc là on ne parle plus que de bois d'œuvre, hein, donc 87% des grumes consommées par les scieurs proviennent des pays de Savoie. Alors ça vient du fait que les grumes, on transporte en fait beaucoup derrière des produits qui vont être des produits connexes, donc ça coûte cher en fait de transporter des grumes. Donc naturellement, les scieries en fait s'approvisionnent aux alentours, dans les forêts aux alentours. Elles ne vont pas chercher du bois à 300 km, à moins d'être vraiment une très grosse scierie. Là, elles vont jusqu'à 300 km. Le nombre d'exploitants forestiers, 85, donc en nombre, ça représente 15% des exploitants forestiers d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et on voit ici là, donc 30 en Savoie et 53 en Haute-Savoie. Donc ici, c'est la carte pour vous montrer, hein, vous voyez, il y a 4 millions de mètres cubes qui restent en Auvergne-Rhône-Alpes. Et ensuite, on va avoir 400 000 ici qui rentrent, 500 000 par là. Mais globalement, ça reste vraiment aux alentours, hein. Vous voyez, il y a très peu de flux qui vont qui vont chercher du bois ou qui apportent du bois dans les régions lointaines. Donc après la récolte, on a le sciage, toujours en 2019 et toujours sur des chiffres de l'Agreste, de l'enquête annuelle de branche de l'Agreste. 235 000 m3 de sciage, ça représente 12% du sciage d'Auvergne-Rhône-Alpes, avec 85 000 m3 en Savoie et 150 000 en Haute-Savoie. Nous avons 58 scieurs,
qui représente du coup 17% des scieurs en nombre en Auvergne-Rhône-Alpes, 24 en Savoie, 34 en Haute-Savoie. On peut dire aussi quelques spécificités comme que 2 scieurs produisent environ la moitié du volume, hein, la moitié des sciages sont produits par 2 scieurs, et environ, c'est une estimation que la moitié du volume sort des Deux-Savoies. Alors on ne va pas peut-être bien loin, mais il y a quand même la moitié du volume. Hein. Amaury le disait, l'épicéa et le sapin sont 2 essences euh, très aimées par les charpentiers, notamment pour faire de la structure des bâtiments. Et donc, le bois des Pays de Savoie s'exporte, alors en France, hein, peu à l'étranger, mais s'exporte bien dans d'autres régions de France. Et donc, cette quantité de sciage produit environ 150 000 tonnes de produits connexes, hein, dont j'en parlais tout à l'heure, tout ce qui est sciure, plaquettes et écorce, et donc il va approvisionner d'autres filières comme la fabrication de panneaux, de bois énergie, etc. On peut dire aussi qu'il y a un petit peu plus de 27% des sciages qui sont certifiés pour la gestion durable. Donc ça, c'est certification PEFC, FSC. Alors ça ne veut pas dire que si on n'est pas PEFC, FSC, la forêt est mal gérée. Hein, il y a de nombreuses forêts qui ne sont pas certifiées, mais qui sont tout aussi bien gérées et qui font le choix de ne pas se faire certifier. Mais tout de même, c'est quand même un gage de qualité d'être certifié. Donc on essaye de développer ça de plus en plus. 12% des sciages sont séchés artificiellement, hein, donc dans des séchoirs, et 10% des sciages sont rabotés. Là, on peut certainement dire que la plupart de ces sciages rabotés sont faits pour produire du bois d'ossature. Voilà, c'est certainement du bois de structure. Et donc, on voit ici hein, que tout à l'heure, on avait le diagramme des essences qu'on a dans nos forêts. Bon, ben là, dans le sillage, c'est 90% de sapin épicéa. Il y a 10% d'autres résineux. Globalement, ça représente du Douglas, un petit peu de pin sylvestre et un petit peu de mélèze. Et puis en sillage feuillu, alors il y a marqué 0%, mais c'est pas zéro quand même. On est à moins d'1% et c'est du chêne et du peuplier. Voilà pour ça. Donc ensuite, ce sillage, ben, il est consommé par la filière bois construction, soit directement, soit en passant par des entreprises de seconde transformation. Donc, en Auvergne-Rhône-Alpes, on estime à 60% du bois consommé pour la construction qui est du bois d'import. Et en Pays de Savoie, la seconde transformation importe environ 80%. Alors là, du coup, la seconde transformation, ça représente tous les raboteurs, donc les industriels raboteurs, les colleurs, donc les fabricants de bois lamellé collé, par exemple, mais aussi les charpentiers et les menuisiers. Et en fait, ce chiffre est assez énorme. Il s'explique quand même en partie du fait que, et en grande partie, du fait qu'il y a de nombreux industriels hein, qui consomment du bois et en grande quantité dans les pays de Savoie, et que ben, les scieurs locaux n'arrivent pas à répondre à un prix qualité-service, hein, ce PQS, équivalent à la concurrence. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, vous avez vu sur le diagramme de tout à l'heure que le sillage, c'est euh, particulièrement du sapin et de l'épicéa, et que ben, les industriels de seconde transformation ont besoin aussi de d'autres essences. Et donc ben là, la filière, et puis même la ressource hein, dans nos forêts ne peut pas répondre à tous les besoins. Et donc tout ce qui est Douglas, pin, mélèze, mais aussi tout ce qui est feuillu, pour les menuisiers par exemple, bon, ben, ils ne se trouvent pas dans nos forêts, donc c'est normal qu'il y ait une partie d'importation. Alors, un petit chiffre pour vous montrer la force, la puissance de la seconde transformation dans les pays de Savoie. Il y a 3 industriels qui consomment à eux seuls 130 000 m3 de sillage par an. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, la production de sillage euh, dans les pays de Savoie, c'est 235 000. Donc, vous voyez, il y a 3 industriels qui pourraient consommer plus de la moitié du volume de sillage. Voilà, donc cela explique en partie ce 80% de consommation de bois d'import. Et quand je dis bois d'import, j'aurais dû le mettre entre guillemets, c'est pas spécialement de l'étranger, mais de l'extérieur du territoire des Deux-Savoie.
Voilà, quelques chiffres sur le bois énergie. Alors, ces chiffres sont à prendre quand même avec des pincettes, puisqu'il y a toutes sortes de sources. Il y a aussi des calculs avec des ratios. Donc là, par exemple, au niveau de la consommation, j'ai estimé là, en 2020 à 95 000 tonnes de granulés. J'ai trouvé ça assez énorme, mais j'ai récupéré des chiffres d'une enquête assez précise qui avait été faite en 2014. euh, et j'ai appliqué un ratio de l'augmentation de la consommation des granulés en France qui était de 2,5 de 2014 à 2021. Et donc, je tombe sur ces chiffres-là, quoi. 95 000 tonnes de granulés consommés. Sur du bois déchiqueté plutôt sec, on est estimé à 83 000. Alors, c'est vrai que ça paraît assez précis, mais puisqu'il y a 83 000, mais ce sont des ordres de grandeur, hein, plutôt. Le bois déchiqueté supérieur à 35%, on est sur du 323 000. Alors là, il y a beaucoup de volume. C'est dû notamment à des industriels qui consomment pas mal de bois pour produire de la chaleur, et notamment les papetiers. Le bois bûche, 235 000 tonnes de bois consommés, hein, estimation. Et à côté, donc, on a la production, 45 000 tonnes de granulés, des plaquettes de scierie, 75 000 tonnes, plaquettes forestières à 50%. Alors, c'est l'humidité, hein, les pourcentages, hein. 50% d'humidité, on est sur à peu près du 60 000 tonnes. Les broyats sortis statut de déchets, donc en fait, c'est des déchets de bois A, donc du bois sain qui est sorti du statut de déchet pour en faire un combustible la plupart du temps. Voilà. Ensuite, la production de bûches à travers le professionnel, à travers le circuit professionnel sur 13 000 tonnes, et puis 150 000 tonnes de bois en circuit court. Voilà pour les chiffres de la filière sur donc la graisse, tout ça. Et là, je vais vous présenter quelques données de l'INSEE. La source, c'est l'INSEE, c'est la base Sirène. J'ai travaillé sur le nombre d'établissements. Alors, à ne pas confondre avec le nombre d'entreprises. Une entreprise, c'est en fait le siège social. Les établissements, c'est toutes les boutiques que peut ouvrir une entreprise ailleurs. Donc, j'ai étudié les établissements. J'ai relevé 17 codes APE. Donc, APE, c'est activité principale, que vous pouvez voir sur la droite, que j'ai sectorisé par voilà, ces six secteurs d'activité, de l'amont forestier jusque produits finis, et puis ici les négoces. Donc, on n'a pas intégré les papetiers dans ces chiffres-là, mais je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, établissement par tranche d'effectifs. Donc, ce premier graphique est pour montrer que, en fait, lorsque j'ai récupéré les données, il y a de nombreux établissements dont l'effectif, et donc le nombre de salariés de l'entreprise, est inconnu. Voilà, c'est plus de la moitié des établissements qui sont référencés à l'INSEE qui n'ont pas de données sur la tranche d'effectifs. Et voilà, ici un petit quart où il n'y a pas de salariés. Du coup, je me suis dit que c'était pas top d'étudier le nombre d'établissements, et je me suis plutôt penché sur l'effectif en fait, pour essayer de caractériser l'activité de la filière bois. Euh, donc en fait, ce qui m'a été dit, c'est que par l'INSEE, hein, par la personne qui m'a donné les chiffres, c'est que les tranches d'effectifs inconnues, c'est souvent des établissements sans activité réelle, ou alors souvent c'est un auto-entrepreneur qui ouvre une société pour réaliser quelques travaux, et puis c'est une entreprise, un établissement qui globalement dort. Donc voilà, donc sur les effectifs, j'ai compté 0 en effectifs pour tous les établissements dont la tranche d'effectifs était inconnue, et également 0 pour pas de salariés. Donc on arrive à ce diagramme-là qui commence à nous donner un petit peu des données sur l'activité de la filière bois sur les deux Savoies. Le secteur d'activité sylviculture et récolte, donc ici avec 322 en effectif. La première transformation, la deuxième transformation, pardon, la fabrication de meubles,
Et on a les travaux de construction qui représentent près de la moitié de l'effectif. Et puis les négoces aussi qui représentent une bonne partie. Donc sur la prochaine slide, on a un petit peu plus de précision. Donc les différents secteurs d'activité sont précisés par les activités elles-mêmes, hein, qui sont à l'intérieur. Et j'ai fait le distinguo Savoie-Haute-Savoie, puisqu'il y a quand même des différences. Alors au total, j'ai compté 3559 personnes qui travaillent dans la filière bois, enfin dans la filière bois, dans les codes APE que j'ai relevés, hein. 3559 personnes en Savoie et 7471 en Haute-Savoie. Alors peut-être expliquer deux chiffres. Ici, le service de soutien à la récolte, en fait, c'est principalement l'ONF. Et comme l'ONF Pays de Savoie est domicilié à Annecy, bah, du coup, ils ont mis tout l'effectif en Haute-Savoie, mais il y a aussi, bien sûr, des agents de l'ONF en Savoie. Et puis, bon, voilà, il n'y a pas grand-chose là à dire. Si peut-être la fabrication de meubles de cuisine, hein. Vous voyez, en Haute-Savoie, hein, vous imaginez qui est-ce que ça représente. C'est en grande partie le groupe Fournier. Et puis, on voit ici, hein, ça saute aux yeux, l'activité forte en termes de travaux de charpente et travaux de menuiserie bois. Et aussi, du coup, le commerce de gros bois qui est quand même assez important, qui représente un nombre de personnes, un nombre d'actifs assez important. Ici, c'est quelques chiffres pour vous montrer un petit peu le poids des Pays de Savoie en Auvergne-Rhône-Alpes. Ici, je suis repassé sur les établissements parce que mon ordinateur n'arrivait pas à traiter la partie effectif. Vous voyez le nombre de lignes que j'avais sur le tableau Excel. Donc l'effectif, c'était voilà, l'ordinateur ne l'a pas accepté. Mais comme voilà, on compare quand même des pommes avec des pommes, donc les chiffres sont pas déconnants. Peut-être un petit chiffre ici avant, deux petits chiffres, donc 16%, les Pays de Savoie, ça représente 16% de la population d'Auvergne-Rhône-Alpes. Au niveau du nombre d'établissements, on représente 18,4% des établissements, des codes APE hein, sélectionnés, toujours pareil. Donc on peut dire un petit mot en effet sur l'activité de sylviculture, qui est sylviculture et récolte, mais particulièrement la sylviculture, qui est très basse. Alors ça peut s'expliquer notamment par le fait que en Pays de Savoie, on est beaucoup sur une régénération naturelle dans les forêts. C'est-à-dire qu'un bûcheron, il vient couper un arbre parmi plein d'arbres, et puis ensuite on laisse la régénération naturelle, donc les arbres qui sèment, se faire naturellement. Donc peu de plantation, donc peu d'activité de sylviculture. Ça peut s'expliquer en partie par ça. Et puis un autre chiffre qui est ici le 33%, hein, c'est assez important. Euh, un tiers des établissements de travaux de charpente sont en Pays de Savoie, en Auvergne-Rhône-Alpes. Évolution du nombre d'établissements maintenant entre 2015 et 2022. Donc l'évolution générale est de 37% des établissements. On voit ici une explosion du nombre d'activités d'établissements en sylviculture. Alors ça vient du fait, comme je disais tout à l'heure, qu'il y avait déjà un très petit nombre d'établissements. Et puis certainement comment dire, de France Relance et puis de tous les problèmes aussi de changement climatique qui fait que l'homme doit aider la forêt à s'adapter au changement climatique, puisque j'avais récupéré un chiffre là où on dit qu'un arbre peut semer, peut se propager sur une année jusqu'à 400-500 mètres, alors que la vitesse du réchauffement climatique est plutôt dans les latitudes aux alentours de 3 km par an. Donc on en déduit que l'homme doit aider la forêt pour replanter les bonnes essences aux bons endroits. Donc sylviculture en hausse. Par contre, attention au niveau de l'activité de sciage et rabotage. On est ici où on a une diminution du nombre d'établissements. Et ça, bah, c'est quelque chose qui, si on comparait il y a 20 ans, on aurait la même chose. C'est assez connu, le nombre de scieurs diminue. Et attention, voilà, attention alors, à ce qu'un maillon de la filière ne
ne disparaissent pas, parce que sinon, on ne pourra plus aller au bout de la filière. Voilà sur ces chiffres. Je me reste, je suis timing, je suis déjà à 18 h, mais je vous promets, j'ai 4 slides sur l'étude d'opportunité, ça sera assez rapide. Donc, un mot sur le contexte en France. On a ici l'évolution du nombre de ventes d'appareils. Donc ici, c'est les appareils indépendants, type poêle et puis chaudière, enfin plutôt des poêles. Et puis ici, les chaudières. Alors, on ne le voit peut-être pas très bien, mais les chaudières, les ventes de chaudières ont doublé entre 2020 et 2021. Et on voit voilà, le nombre de ventes d'appareils qui évolue aussi, qui augmente pas mal. Et donc, ben, ça amène des consommations de bois énergie en plus, enfin, même du granulé, puisque là, on parle seulement de vente d'appareils à granulés. Donc, une consommation qui va aller en augmentant. Ici, on a la production et consommation de granulés en France. Donc, on voit pareil, une évolution assez linéaire. Là, en 2021, on voit un petit décrochage quand même avec une forte augmentation de la consommation. Et puis, une production qui augmente un petit peu, mais voilà, pas en même temps que la consommation. Ça, c'est dû bien sûr au temps qu'il faut pour les entreprises de production d'investir, etc., pour répondre à la demande. Et ici, un petit graphique qui montre quand même le prix au kilowattheure de certaines énergies, dont ici le granulé. Donc on voit en fait une grosse augmentation à cet été, hein. Vous avez certainement entendu parler de ça. Et là, en fait, ça redescend, hein. Je n'ai pas les chiffres, les derniers chiffres, mais le prix du granulé baisse. C'était vraiment une augmentation du prix due à une forte tension du marché, une demande beaucoup plus importante que l'offre. Et au final, du fait de l'hiver doux, plutôt doux qu'on a, et puis aussi de la structuration de la filière de production qui produit plus, fait que le prix du granulé va descendre. Mais même avec cette augmentation, on voit qu'on est largement en dessous du fuel, du gaz et de l'électricité. Le contexte en Pays de Savoie, le marché, donc je donnais quelques chiffres tout à l'heure, on est sur du 95 000 tonnes estimées en consommation. À l'image du niveau national, le nombre de nouveaux projets de chaufferie et de vente de poêles augmente, hein, de poêles à granulés et de chaudières à granulés. Ça continue d'augmenter. Donc cela implique une augmentation de la puissance installée et donc un besoin en granulés plus important. Et donc derrière un marché porteur, du fait aussi de la RE 2020, j'en ai pas trop parlé, mais la réglementation environnementale 2020 favorise le chauffage au bois et donc au granulé. Et donc sur la production, en 2021, on était plutôt sur 50 000 tonnes de granulés. 80% de la production est faite en Savoie. Et on a estimé environ à 50% de la production qui est vendue à l'export. Voilà, donc un import estimé, ben, la soustraction à 70 000 tonnes de granulés. Donc on a ici une opportunité de relocaliser cette production. La ressource, donc le marché est porteur, mais maintenant, est-ce qu'on a la ressource? C'est une question évidemment que nous nous sommes posées. On a estimé à plus de 40 000 tonnes de sciure et de plaquettes des scieries disponibles. Ensuite, il y a d'autres ressources, hein, comme du bois, donc c'est des déchets de bois sains, et puis des rebuts, chutes de seconde transformation du bois. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'industriels de la seconde transformation du bois en Pays de Savoie, donc ce serait aussi une grosse ressource fabriquer du pellet. Et donc une opportunité, après calcul, de relocaliser ces connexes et puis d'utiliser ces autres ressources pour produire entre 20 et 30 000 tonnes de granulés. Si donc on part sur une unité de production de 30 000 tonnes par an, c'est ce qui m'a été donné par les installateurs d'unités de production de granulés, c'est toutes les 30 000 tonnes apparemment pour être bien rentable. Donc ce serait un foncier d'environ 1,5 hectare. Pour commencer la production tranquillement, il y a totalement la possibilité de commencer en 5 jours sur 7 et puis après de passer en 7 jours sur 7. À terme, ça sera environ 5 à 6 semi-remorques par jour qui passent par l'unité de production.
C'est un processus qui n'est pas très bruyant, mais qui fonctionne quand même 24 heures sur 24. Donc, voilà, il ne faut pas qu'il soit trop rapproché non plus d'habitation. Et une estimation environ à 11 millions d'euros, avec à peu près 40% sur l'infrastructure et 60% sur l'équipement, sans compter le foncier. Et idéalement, une source de chaleur fatale, puisqu'en fait, ce qui coûte le plus cher dans la production de granulés, c'est le séchage de la matière première. Et donc là, voilà, le fait d'avoir une source de chaleur fatale est très bénéfique. Voilà, j'en ai terminé. Ici, vous avez les principales références que nous avons utilisées pour faire cette présentation.